Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour la grande édition d'Information. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, Côte d'Ivoire, la chante Rose Sabine a dit merci au Seigneur par un concert de reconnaissance le samedi 6 septembre 2017. Le Trésor public ivoirien lance une obligation synthétique pour lever 80 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, évasion de la prison de Katiola, plus de 90 détenus prennent la fuite. On parlera aussi sport dans ce journal, victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux panthères du Gabon. Démarrons cette édition avec la chanteuse ivoirienne Rose Sabine qui a marqué son grand retour en Côte d'Ivoire par un concert de remerciement à Dieu samedi 2 septembre 2017. C'était au théâtre de la cité de Cocody dans le district d'Abidjan. Le point avec Estelle Traillot. La chanteuse ivoirienne Rose Sabine était en concert live gospel le samedi 2 septembre 2017 au théâtre de la cité à Cocody. Placé sous le sceau du remerciement à Dieu, ce concert s'est voulu une preuve de la reconnaissance de l'artiste pour la grâce qu'il lui a faite. La chanteuse compte également profiter du moment pour faire la dédicace de son prochain album. On se connaît en détail, dont la sortie est prévue très prochainement. C'était un moment de pur partage dans le Seigneur. Restée longtemps loin de la scène ivoirienne, elle a décidé à la demande de ses fans de donner ce spectacle pour rendre gloire à Dieu pour sa vie, d'où le thème reconnaissance. Rappelons que Barry Rose Sabine, plus connue sous Rose Sabine, est une chanteuse ivoirienne devant l'Éternel. Elle a débuté sa carrière en 2004 avec Né pour te louer qui a connu un franc succès. Le Trésor public ivoirien a lancé le 31 août 2017 une obligation synthétique dont l'opération débute le 12 septembre prochain en vue de lever 80 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africain pour financer son développement. L'événement a eu lieu au siège du patronat à Abidjan. On en sait plus avec Ange Sacré. Il s'agit d'une émission d'obligations synthétiques par adjudication ciblée d'un montant de 80 milliards de francs CFA dont les taux varient entre 5,70% et 6,20% selon la maturité. Cette émission d'obligations synthétiques lancée pour la première fois par l'État de Côte d'Ivoire sur le marché de l'UEMOA comprend à la fois des obligations et des bons du Trésor sur différents paliers. Elle est dirigée par les spécialistes en valeur du Trésor. La première maturité est fixée au 13 septembre 2020, soit sur 3 ans pour un taux de 5,70%. La seconde, le 13 septembre 2022, soit 5 ans pour un intérêt de 5,85%. La troisième maturité est prévue le 13 septembre 2024, soit sur 7 ans pour un taux de 6,10%. Et le quatrième palier, le 13 septembre 2027, soit sur 10 ans pour un taux d'intérêt de 6,20%. Le directeur général du Trésor de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, Jacques Konan Assaoré, a déclaré que si les conditions qui nous sont proposées ne correspondent pas à nos besoins, on est obligé de décliner les offres. Ces ressources s'ajouteront à celles déjà mobilisées dans le cadre de l'Eurobond 2017 afin de financer les investissements prévus au budget de l'État ivoirien pour l'année en cours, a-t-il précisé. Il a par ailleurs exhorté les Ivoiriens à investir dans les titres publics. En Côte d'Ivoire, 90% des émissions sont souscrites par les banques. Il est bon que la population s'engage. On peut acheter des titres de 1 à 10 ans. Toutes les bourses peuvent souscrire à une obligation synthétique, a-t-il poursuivi. Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières sur les marchés extérieurs, il reste 137 milliards de francs CFA mobilisés par l'État ivoirien d'ici à fin 2017. Nous comptons lever au moins 80 milliards de francs CFA pour cette opération, a affirmé M. Assaoré, annonçant une autre émission avant la fin de l'année. À travers cette émission, la Côte d'Ivoire veut soutenir la croissance économique. Le pays prévoit pour l'année 2017 un taux de 8,5% contre 8% sur la période 2018-2020. De 2012 à 2016, la croissance moyenne était de 9%. L'automédication, une pratique qui gagne de plus en plus du terrain dans la société ivoirienne. Malgré les dangers liés à cette pratique, nombreuses sont les personnes qui utilisent des médicaments sans autorisation médicale. L'automédication, un phénomène qui détruit la santé de la population. L'automédication consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés, sans avis médical préalable, mais avec le conseil du pharmacien d'officine. Les médicaments d'automédication sont des médicaments disponibles sans ordonnance pour des pathologies par nature bénignes et facilement diagnosticables par le patient. Par ailleurs, cette pratique détruit la santé de la population car le médicament peut être non dosé, surdosé
utiliser ou avoir des principes modifiés dangereusement afin de s'attaquer aux organes bien précis, le foie, le cerveau, le rein, le poumon. Le médicament en grosso modo a deux rôles. Il soigne mais il tue aussi. Dame Ousso, victime de l'automédication, les expérimentait durant sa maladie. Le résultat de cette automédication, une déformation à la joue gauche. Elle souffrirait d'un cancer. L'automédication, une pratique courante aux conséquences fatales qu'il faut éviter. C'est un commentaire signé Jean-Jacques Denis. Le dimanche 3 septembre 2017, une évasion massive de prisonniers s'est produite à la prison civile de Katiola. Comment ont-ils réussi à prendre la fuite? On n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'ils sont partis laissant la prison vide. Notre commentaire. Ils sont au nombre de 96 prisonniers qui ont pris la fuite très tôt ce dimanche matin, entre 5h30 et 6h. Au lever du soleil, il y a eu un mouvement à Katiola. C'est allé tellement vite qu'on n'a rien compris. Des éléments de la sécurité ont tenté de barrer la route, mais ils les ont frappés. Bizarrement, aucun renfort n'est venu pour nous aider. Ils ont créé un mouvement et sont partis. Nous, on ne pouvait rien faire pour les retenir ou les pourchasser, explique un gardien de la prison. Malgré les tirs de sommation, les agents des forces de sécurité n'ont pu rien faire, selon des témoins. Saisis de cette affaire, les autorités militaires et policières de la ville, sous la supervision du préfet de région, préfet du département de Katiola, Zamelé Jean-Baptiste Kwame, ont entrepris les recherches dans la zone en vue de les retrouver. À cet effet, les patrouilles effectuées dans la ville et les villages environnants ont permis de repartir sur les circonstances exactes de cette évasion. Selon le procureur de la République, près du tribunal de la première instance de Boaké, Brahma Kone, les autorités judiciaires vont poursuivre cette affaire. En athlétisme, à présent, après 2 médailles d'argent remportées aux mondiaux de Londres, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, de retour en Côte d'Ivoire, sera récompensée dans les prochains jours par le président de la République, Alassane Ouattara. Ange Sacré analyse. Après sa brillante participation aux mondiaux de Londres, la vice-championne du monde du 100 mètres et 200 mètres, l'Ivoirienne Talou Marie-Josée est de retour à Abidjan depuis ce samedi 2 septembre 2017. La double médaillée d'argent qui a été accueillie en triomphe à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par ses supporters et le ministre des Sports Amicha François devrait être reçue dans les prochains jours par le chef d'État Alassane Ouattara. Talou, à 2 doigts de la médaille d'or à ces mondiaux, sera honoré pour ses performances lors du dernier mondial d'athlétisme 2 fois sur 100 mètres et 200 mètres. Toujours en sport, après 2 défaites consécutives, la Côte d'Ivoire se rassure par sa première victoire face aux Panthères du Gabon. Les Ivoiriens sont venus à bout des Gabonais ce samedi 6 septembre 2017 avec comme score 3-0. On en parle avec Ange Séry. Le samedi 2 septembre 2017, l'on a assisté à la première victoire des éléphants face aux Panthères du Gabon. Après 2 défaites consécutives en match officiel, les poulains de Marc Willemot n'ont fait qu'une bouchée des Gabonais privés de leur star Pierre-Emerick Aubameyang grâce à leur victoire 3-0 à Libreville ce samedi dans le cadre du 3e match des phases de groupe qualificatif pour le mondial 2018 en Russie. Après une première période muette, c'est à la seconde période que les éléphants se sont illustrés et ce par l'intermédiaire du revenant Max-Alain Gradel à la 53e minute et du feu follet du Sporting Portugal Doumbia Seydou qui a fusillé à 2 reprises le portier gabonais après un travail magistral du capitaine Yao Kwasi Gervais. Cette première victoire rassure les Ivoiriens qui prennent la tête du groupe C avec 7 points devant le Maroc en attendant le remake face aux Gabonais mardi prochain au stade de la paix de Boaké. Sous d'autres cieux, en Chine, précisément, Pyongyang a procédé au 6e essai nucléaire mondial dimanche 3 septembre 2017. Au grand désarroi de Pékin, la communauté internationale s'insurge face à cette escalade d'essais nucléaires dont le dernier a révélé un tir à la bombe H. On en parle avec Alain Boisbré. Le président chinois Xi Jinping n'a pas dit un mot au sujet de l'essai nucléaire nord-coréen lors de l'ouverture du sommet de BRICS dimanche 3 septembre 2017. Cependant, Pékin condamne vigoureusement ce nouvel essai nucléaire nord-coréen. C'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui s'est exprimé ainsi dans un communiqué et c'est pour l'instant la seule réaction officielle de la Chine. Tandis que le président Xi Jinping assiste dimanche 3 septembre 2017 dans le sud du pays à l'ouverture du sommet des BRICS entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine
Chine et l'Afrique du Sud. Il a prononcé un discours à cette occasion, mais n'a pas dit un mot au sujet de l'essai nucléaire nord-coréen. En effet, le chef d'État chinois est embarrassé, car Pékin ne veut pas voir le régime nord-coréen s'effondrer. Cela provoquerait un afflux de réfugiés nord-coréens sur son sol et engendrerait une présence militaire américaine à sa frontière. À Tokyo, les menaces nord-coréennes obsèdent les Japonais. Le nouveau secrétaire américain, James Mattis, a rassuré le premier ministre japonais Shinzo Abe sur l'engagement américain en matière de sécurité dès le 3 février 2017. Après le 6e essai nucléaire nord-coréen, Washington réaffirme que les États-Unis restent pleinement déterminés à assurer la défense du Japon. De fait, le général Joe Dunford, le plus haut gradé américain, a déclaré à Tokyo « Une attaque sur l'un d'entre nous équivalait à une attaque contre nos deux pays. Tout ce que peut faire aujourd'hui le Japon, c'est de proposer à l'ONU de décréter un embargo sur les produits pétroliers destinés à la Corée du Nord. » En Somalie, une dizaine de soldats ont été tués lors d'une nouvelle attaque meurtrière ce dimanche 17 septembre 2017 contre une base des forces du Jubaland, une région semi-autonome du sud du pays. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste radical Shabab. Estelle Trayo. Selon des sources sécuritaires, les Shabab ont fait exploser un camion rempli d'explosifs contre l'entrée principale du camp de Bulogadoud afin d'y ouvrir une brèche. C'est ainsi que les combattants sont rentrés dans la base. Les habitants d'un village voisin témoignent qu'ils l'ont incendié et pillé avant de se retirer. Le camp serait à nouveau sous le contrôle des forces du Jubaland, mais les Shabab affirment avoir amené 3 pick-up surmontés de mitrailleuses. Le bilan est lourd, une dizaine de soldats tués et plusieurs sont déplorés. Notons que le camp de Bulogadoud se situe dans l'intérieur des terres à une trentaine de kilomètres de Kismayo. Ce grand port du sud somalien était jusqu'à l'offensive des forces kenyanes et somaliennes de 2012 une place forte de l'insurrection islamique qui en tirait des revenus substantiels. Depuis qu'ils ont perdu ce bastion et les autres, les Shabab continuent à contrôler de vastes zones rurales. De plus, l'attaque de ce dimanche matin témoigne d'une capacité de nuisance persistante. Malgré les opérations accentuées de l'armée somalienne appuyée par les troupes de la mission de l'Union africaine en Somalie et par des militaires américains. Terminons en Houston, où plusieurs églises ont mis tout en œuvre pour accueillir les sinistrés de l'ouragan Harvey. Avec sa capacité de 17 000 places, Lakewood Church, la plus grande église du Comte, s'est aussi lancée dès le 21 août 2017 dans une vaste action de solidarité. Même si on reproche au pasteur principal Joel Austin de n'avoir pas vite ouvert les portes de l'édifice. Martial Kwasi, commentaire. Des centaines de volontaires, dont des médecins et aides-soignantes, procurent soins, nourritures et vêtements aux nombreuses personnes sinistrées de l'ouragan Harvey qui a frappé l'État du Texas aux États-Unis. Mais l'église du célèbre pasteur et téléévangéliste Joel Austin a essuyé une pluie de critiques sur les réseaux sociaux pour son retard à ouvrir ses portes aux nécessiteux. Au tweet du pasteur Austin appelant à la prière pour la sécurité des amis et familles au Texas, des internautes ont réagi en demandant des actes concrets. N'êtes-vous pas la plus grande et de surcroît la plus riche église? Pourquoi ne pas ouvrir vos portes et vos portefeuilles pour les gens au nom de Jésus, à par exemple notifier une personne? Le lendemain, l'église Lakewood annonçait sur Facebook que l'entrée de son bâtiment était inaccessible suite à une inondation sévère. Elle donnait entre autres les coordonnées des associations et divers abris avec lesquels elle collaborait à la distribution des vivres. Toutefois, des voisins de l'église ont publié des photos sur lesquelles le bâtiment, vu de l'extérieur, n'avait pas l'air d'être inondé. Interrogé par les médias, Joel Austin a reproché aux réseaux sociaux d'avoir suscité une levée de boucliers. Ce bâtiment a déjà été autrefois inondé, nous avons voulu prendre nos précautions, et d'ajouter que la ville de Houston n'avait pas fait appel à l'église comme refuge. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. Au revoir.